l'article 35 là, le RDA était là quand ça a été créé. Ils ont même passé ça à référendum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient encore nés. Ils ont dit le et le ou. Ils ont passé à référendum pour que tous les Ivoiriens votent. Et puis le et a remporté à plus de 80%. Les militants du RDA ont voté pour ça. Et tu vois. Donc, aujourd'hui, Tiakoné peut dire que ce n'était pas une bonne loi. Mais au moment où lui, il était président du Conseil constitutionnel, là, il était obligé d'appliquer la loi. Même si ce n'est pas une bonne loi. Il est obligé de l'appliquer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a appliqué la loi. Donc, quand aujourd'hui, il vient, il dit, voilà, Tiakoné même c'est dédié. Non, il ne s'est pas dédié, il a fait un commentaire. Il dit que la loi n'était pas bonne. Et il a raison. Même jusqu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous disons que cette loi n'était pas bonne. Voilà. Parce que personne ne peut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. En tout cas, si tu es de la génération de Gbagbo Laurent, si tu es de la génération d'Alassane Ouattara, Oufo Boigny, il est né. Bien sûr. Oufo Boigny, il est né en 1905. Oufo Boigny. 1905. On est dans une période, on est au début du siècle. De 1900 là-bas. Eux là, à cette époque, maintenant la question que les historiens se posent, tu vois, c'est un débat de grands intellectuels. Moi, j'ai assisté quand j'étais petit, j'ai assisté des grands intellectuels dire entre eux, mais est-ce qu'en 1905, au moment où Oufoué naissait, est-ce qu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire, parce que les Français n'étaient pas encore arrivés? Est-ce que c'était la Côte d'Ivoire ou bien qu'est-ce que c'était? On dit non, c'était juste un territoire comme ça, mais il n'y avait pas de nationalité. C'était l'indigénat. C'est ce qu'ils ont dit. Mais l'indigénat a été institué par les Français. C'est quand les Français sont venus en 1893. C'est eux qui ont institué le statut d'indigénat. Et ils ont même donné la possibilité. Si vous voulez, vous prenez un statut français. Si vous voulez, vous prenez un statut indigène. C'est entre vous. Donc, ceux qui étaient réfractaires aux Français sont restés indigènes. Ceux qui voulaient avoir les faveurs de l'administration française ont pris le statut français. Donc, c'est une question très compliquée. Et franchement, moi, je n'ai pas véritablement de parti, mais ce que je veux dire, c'est que les gens comme Adams ne peuvent pas vous former sur ces questions-là. C'est des questions, je préfère que vous-même, vous alliez faire des recherches sur l'histoire de votre pays. C'est l'histoire récente, hein, quand on dit 1800, 1900, c'est encore récent. D'accord, voilà. merci. Donc, nous, on va faire nos propres recherches. C'est mieux en tout cas. D'accord. Je peux m'arrêter là, il n'y a pas de problème. Non, tu n'as pas fini, tu peux... Sinon, tu avais posé, ta question, c'était par rapport à l'arrestation. Oui, le pasteur qui a dit qu'il était content du Djali de Fossué. C'est Fossué, il s'appelle, non, Fossué. Fossué. Voilà. Ok, Fossué. Ok, d'accord. Donc, Yves, tu sais, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez sur ce panel même là, il y a quelqu'un qui a dit que lui, il était content des agissements de la rébellion et que lui-même, il dit que s'il avait si Ouattara, si lui pouvait être Ouattara, il allait tous nous tuer. Il dit ça ici. Et quand c'est comme ça, quand ça vient du RDR, ça sonne un peu normal en fait. Parce que moi, j'ai entendu ça depuis que je suis activiste sur les réseaux sociaux. Depuis pratiquement 2012-2013 que j'ai commencé mon activisme sur les réseaux sociaux. Les gens du RDR qui étaient en face là, c'est des choses comme ça qu'ils nous disaient. On va vous faire ça, on va vous faire ça, vous allez voir, vous allez voir. Mais pour eux, ils n'ont jamais été poursuivis par la PLCC. Jusqu'aujourd'hui. Tu peux faire le tour de tous les militants RDR sur les réseaux sociaux. Ils produisent des vidéos, ils disent des choses. Mais comme je dis, ça sonne normal. Par contre, si un homme de l'opposition, ou bien qui a des idées proches de l'opposition, dit « je souhaite la mort de Ouattara », ou bien « je souhaite la mort de telle personne », ça sonne mal. Ça sonne comme une infraction. Ça sonne comme un crime. Donc, en réalité, la PLCC se dépêche avec le procureur, ils se dépêchent et puis ils vont prendre ces personnes-là. Mais c'est dans ça on est depuis 2011, hein, pratiquement. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Tu sais,
En 2012-2013, quand je faisais mes vidéos, je disais que l'émergence est un leurre. Il n'y aura pas d'émergence. La seule chose qui va émerger, ce sont les prisons. Et j'ai eu raison trop tôt. Ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, ce sont les prisons. Donc, il n'y a pas d'émergence en tant que telle. Donc, l'affaire, si vous voulez, vous pouvez fouiller dedans, il n'y a rien. C'est pareil que l'affaire des Ziggy. Par contre, il y a des questions de procédure qui m'intéressent. Pourquoi, de nos jours, lorsque les gens vont faire des arrestations, pourquoi ils saccagent? Parce que nous, en Europe ici, même ce soir où je suis chez moi, les policiers peuvent venir ici pour m'arrêter. Mais ma maison sera intacte. À moins qu'ils procèdent à des fouilles. Si on dit par exemple que ce monsieur-là, il est dealer, ils peuvent fouiller. Mais pour fouiller, ils ont un mandat. C'est un procureur qui leur donne le mandat pour dire quand vous arrivez là-bas, vous faites des fouilles. La personne est prévenue. Quand on est venu chez vous, d'abord, voici les raisons pour lesquelles on vous arrête. La deuxième des choses, on va procéder à des fouilles. Voilà comment ça se passe. On ne vole pas, on ne casse pas, on fouille. Mais l'arrestation des Ziggy, prenez les vidéos, tout a été détruit. Qu'est-ce qu'on recherchait? Il n'est pas poursuivi pour avoir caché quelque chose. Il n'est pas poursuivi pour possession de quelque chose. Il est poursuivi pour avoir dit des propos. Donc, quand on l'arrête là, on doit l'arrêter, on doit le menotter, et puis on l'envoie là où on veut l'envoyer, et puis il subit un procès. Mais on saccage chez lui, c'est pourquoi? On ne sait pas. Bon, les témoins disent qu'ils ont même emporté des choses. Ils volent. Pourquoi ils volent? Si c'est une arrestation digne de ce nom. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, de petites choses comme ça, qui ne marchent pas, qui ne sont pas correctes en Côte d'Ivoire. Mais on est obligé de faire avec. Merci à monsieur. Ok, quelqu'un a une motion pour ce monsieur, il va pas passer. Après, moi, il y a une question pour lui. Il y a une question pour lui sur la rébellion après. Oui, vas-y. Vas-y. Voilà, comment il s'appelle? Jess, vas-y pour ta question. Moi, j'ai une question à lui. Je vais juste, parce qu'il a dit des choses, je vais rebondir, faire une motion, voilà, là-dessus. Bon, et il a dit, au lieu de l'émergence, ce sont des prisons. Mais il y a une incohérence, puisque le président Ouattara gracie chaque année pas moins de 3000 prisonniers par an. C'est-à-dire que les gens qui vont en prison, là, Ouattara prend un décret pour les gracier, les faire sortir des prisons. Donc, si réellement, ce sont des prisons qu'on constate, on ne doit pas gracier ces personnes-là, puisque ces personnes sont en prison. Pourquoi les libérer? Par contre, sur Gbagbo Laurent, je n'ai pas encore entendu une vidéo où le président Gbagbo prend un décret qui gracie des prisonniers. Je n'ai pas encore entendu ça. Il a parlé de... il y a un cas qui dit des choses qui n'est pas poursuivi, mais c'est de mauvaise foi. Choupapi, il est militant du RDR. Il a même chanté pour Ouattara. Il a été condamné dans ce pays-là. Il a fait 2 mois de prison ferme avec 2 avocats que le RHDP l'a octroyé. 2 avocats. Il a été condamné. Ce n'est pas une justice à double vitesse. Ce que le monsieur a dit là, quand il dit ce vieux sorcier lâche, il boit sang, un buveur de sang là, ça vous plaît? Un buveur de sang. Sa femme prend les bébés, sa femme prend bébé, et puis lui boit sang pour ne pas mourir, ce vieux lâche. C'est lui qui est votre pasteur là, c'est lui le pasteur. Il fait ce qu'on appelle de la diffamation. C'est une prise de parole ou bien c'est une motion? Non, c'est une motion. C'est une motion. J'ai l'impression que ta stratégie, c'est l'émotion. Une motion, oui, ça devait être quand même assez direct. Mais là, tu es en train de donner ton opinion. Moi-même, bien. Moi, je vais aller très vite. Je vais répondre rapidement. Je vais prendre ma prise de parole. Non, je vais faire... Oui, tu vas prendre ta prise de parole. Je vais aller vite. Je pense que tu as commencé sur... Bon, déjà, tu as gonflé les chiffres hein, quand tu dis Ouattara fait des grâces de 3000 personnes. Il faut aller regarder. Hein. En général, c'est à la faveur de la fin de l'année. Quand il fait son discours de fin d'année, là, il fait les grâces. Le maximum qu'on a vu, c'est autour de 1000 personnes. Voilà, tu as multiplié par 3. Il y a eu des moments où il y a eu 700 personnes.
Voilà. Donc, s'il fait des grâces, c'est très bien. Maintenant, il faut aller voir quelles sont ces personnes qui ont été graciées. En ce qui concerne nous, les pro-Gbagbo, je tiens à te dire que je ne suis pas en train de parler d'un individu. Vous voyez, tu me parles de qui? Chou Papi. Tu me parles de... Tout à l'heure, dans l'autre débat, tu as mentionné Amadé Ouremi. Amadé Ouremi est responsable de 1000 morts, de 1000 personnes décimées dans une région. Non! Frère, tu n'es pas sérieux. J'ai l'impression que tu dis des choses juste pour dédouaner Ouattara. Et que tu ne fais aucun raisonnement. Adama. Oui, tu ne fais pas de raisonnement. Quand on parle d'un massacre comme ça, là, faut au moins citer des personnalités, des chefs, des têtes. Mais tu sais, Amadou Ouremi, il a été arrêté, c'est fini. Non, 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 non. Ça, c'est la rhétorique du RDR. Nous, on n'est pas ici pour ça. On n'est pas dans un grain. Maintenant, quand nous, on parle d'arrestation, on parle d'arrestation massive. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Arrestation massive. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis capable de te donner le nom de 10 activistes qui ont été arrêtés. Pas forcément même en Côte d'Ivoire, pourvu que tu sois contre Ouattara. Je peux te donner des noms d'activistes qui ont été expulsés de la Côte d'Ivoire. Kémy Seba, Nathalie Yom ont été expulsés de la Côte d'Ivoire. Je peux te donner, il y a un Béninois là, lui, il a été interpellé, arrêté, il est mort en prison. Je peux te donner des noms. Dans le domaine politique, arrestation de l'opposition, je peux te donner des noms qui se réclament du GPS. Mais ça, c'est survenu quand le GPS a quitté le RHDP. OK? Je peux te donner des noms du PDCI, des gens depuis les Amangouala. Ça, c'est quand le PDCI a quitté le RHDP. Je peux te donner des noms. Maintenant, du FPI jusqu'à ce qu'on arrive au PPACI, je peux te citer des centaines de noms. Je ne te parle pas d'un individu ou deux individus. Non, j'ai l'impression que vous venez ici pour jouer un peu la comédie. Non, il y a eu un nom, il y a eu un nom. Il faut me donner le nom de 3 activistes SDR qui ont été arrêtés. Donne-moi 3. Moi, je peux te dire Gala Kolebi, ça fait 1. Je peux te dire Ziggy, 2. Je peux te dire, quoi encore? Même il y a des femmes à l'époque, vous ne les connaissez pas, donc je ne vais pas dire leur nom ici. Mais maintenant, pour chuter. Mais Johnny Pacheco, là, il insultait Ouattara. Moi, j'étais avec lui. On a créé un mouvement Jossi Gang 2012. De 2012 jusqu'en 2018, Johnny Pacheco insultait Ouattara. Moi-même qui étais avec lui, je l'appelais et dit, frère, est-ce que quand on fait l'activisme, est-ce qu'on est obligé de rentrer dans des insultes aussi acerbes? Il m'a dit, Yves, écoute, tu as peur de Ouattara ou bien? Toi, tu es en Australie, tu es loin comme ça, là. Qui va aller te chercher? Il a dit, oui, mais ce n'est pas une raison d'insulter. Ce n'est pas une raison. S'il est honnête, je le dis ici en public, il va vous dire, effectivement, j'ai eu cette conversation avec Ida Lipo. Mais quand Johnny Pacheco est rentré en Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'il avait retourné sa veste, tout simplement parce que maintenant il était du côté de Ouattara, toutes ces insultes ont été oubliées, ont été pardonnées. Il n'a même pas été poursuivi. Aucun procureur, aucune justice ne s'est levée pour dire « Tiens, on t'attendait ». Parce qu'il était sous le couvert. Voilà. Parce qu'il était sous le couvert du parapluie atomique qu'est le RDA. Mais quand il a retourné sa veste encore et qu'il a commencé à insulter, même jusqu'en en Finlande, où il habite, ils sont allés là-bas porter plainte. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont traité de terroriste. Non? Ils l'ont laissé, hein, parce qu'il était en leur faveur. Écoutez bien, vous écoutez à quelle oreille? Est-ce que vous avez bien entendu? Le débat est lourd. Vas-y. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires Bob le mannequin. Voilà, quelqu'un qui est venu devant TikTok. Il a dit devant tout le monde, voilà ce que j'ai fait. Et en droit, lorsque quelqu'un avoue, c'est-à-dire que l'aveu, il y a une maxime en droit qui dit l'aveu est la mère de toutes les preuves. Ça veut dire que quand quelqu'un dit j'ai fait, on n'a plus besoin de trop enquêter.
Alors, Bob le mannequin dit, voilà les crimes que j'ai commis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu une star au RDA. Quand il est allé à leur prochain rassemblement, il a été porté au pilori. Ils l'ont mis comme ça devant tout le monde pour dire, allez les gars. Moi, il y a une motion pour toi. Il faut chuter, non. Moi, il y a une question pour toi, non. S'il te plaît, si tu finis. Sur la rébellion, je peux? Oui, vas-y. Merci. D'abord, Oussou qui demande c'est quoi le sujet. On parle de 2 sujets. Le pasteur qui a été arrêté dans les conditions, et puis est-ce que ses propos sont pénals là? On est là pour apprendre, donc c'est pour ça. Merci. Donc on est là pour débattre dessus. Donc comme ça, au moins, chacun va comprendre qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça dans ses propos. Puis en tant qu'un pasteur, est-ce qu'il avait le droit de faire cette déclaration pendant sa prédication? Voilà pourquoi je fais ce live. Merci. Alors Yves, moi, il y a une question pour toi sur la rébellion. Pendant la rébellion, là, le président Laurent Gbagbo, là, quel était son pouvoir d'abord sur la rébellion? Est-ce que le président Gbagbo, il pouvait, c'est-à-dire, est-ce qu'il avait la latitude, bon, il a dit pouvoir, hein, la latitude de pouvoir faire cesser cette rébellion? Et pourquoi, bon, je dis rébellion parce qu'à cette époque-là, c'était des rebelles. Et pourquoi la rébellion a tant mis du temps? En tant qu'un président de la République, est-ce que cette rébellion ne peut pas prendre fin? Non, c'est une très belle question. C'est une très belle question. C'est vrai, voilà. C'est une question qui intrigue beaucoup d'Ivoiriens, mais c'est une question qui est rationnellement soluble. En ce sens que si vous suivez la trame des événements, parce que la plupart de ceux qui parlent de ça... Non, je n'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais non, la plainte, quelle lumière aujourd'hui les opposants et les partisans de Laurent Gbagbo cherchent comme lumière, puisque lui-même apparemment, il les a déchargés de la rébellion. Et quand on en parle, chacun a sa version. Non, ce n'est pas tous les crimes qui ont été déchargés. Donc les crimes ont été choisis. Ok, fine, ça c'est ce que vous dites dans vos débats. Mais apparemment, la rébellion a été déchargée par le président Laurent Gbagbo parce qu'il a eu des ministres rebelles à son époque sur son pouvoir. Ce qui veut dire que le président Gbagbo travaillait avec des rebelles ou ils n'étaient plus rebelles. Maintenant, je vais essayer de t'apporter des éclaircissements rapidement sur les 2 points que tu as touchés. D'abord, la force que les rebelles avaient, c'était une force purement diplomatique. Parce que sur le terrain, la rébellion a éclaté le 19 septembre 2002. Ils ont réussi à prendre les territoires où ils avaient beaucoup de militants. Boaké. Moi, j'étais à Boaké au moment, le 19 septembre. J'étais à Boaké. Ils ont réussi à prendre... Boaké, il n'y a pratiquement pas eu de combat. En fait, ce qui s'est passé là-bas, c'était des massacres. Ils sont arrivés, des policiers qui n'avaient même pas d'armes de combat. Ils sont tombés sur eux. Et ils les ont arrosés. Non qu'on a de Boaké jusqu'à Korogo. C'est-à-dire que toute la zone du nord, où ils ont beaucoup de militants, RDA et tout, c'est là-bas que ça s'est passé facilement. Mais quand tu descends légèrement en dessous de Boaké, c'est-à-dire que prends déjà à partir de Tiebissou, il faut leur demander s'ils sont encore vivants. Comment ça s'est passé à partir de Tiebissou? Demande-leur comment ça s'est passé à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, il n'y avait que la garde républicaine. Comment ça s'est passé là-bas? Ils ont replié. Sakassou, ils n'ont pas pu prendre Sakassou. Ils ont été repoussés. Et tout. Donc, ça, ce sont les événements de 2002. Au finish, ils se sont résolus à rester en haut là-bas, où ils sont soutenus par la majorité des populations. Et puis, le sud était contrôlé par Laurent Gbagbo. Maintenant, tu as posé la question de savoir pourquoi la rébellion n'a pas été matée. Il y a eu plusieurs phases. Moi, je sais qu'en 2002, j'étais à l'université, et puis le pouvoir Gbagbo a annoncé l'assaut final. Qu'est-ce qu'ils ont appelé l'assaut final? Ça veut dire que Gbagbo avait décidé de déployer l'armée sur toute la zone nord pour raser la rébellion. Ça n'a jamais eu lieu, bon, pour des raisons
que le gouvernement Gbagbo connaît. Bon, je sais que récemment, Katina Koné a essayé de donner quelques explications. Il y avait beaucoup d'enfants dans la rébellion et des jeunes. C'était un peu difficile de progresser. Mais ensuite, quand on a fini en 2002, à partir de 2003, on a commencé Kléber. Kléber, c'était quoi? C'était des accords, c'était des discussions pour essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a eu Marcoussis, là, voilà. Il y a eu des discussions. Des résolutions ont été prises. On a décidé de faire le cessez-le-feu. On a décidé que la France restera là pour faire une sorte de force tampon, tu vois, à partir de la zone de Yamoussoukro. On a décidé aussi qu'ils aient des postes de ministres, etc., etc. Cessez-le-feu, poste de ministre, force tampon. Et puis bien d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles ont commencé à violer le cessez-le-feu. Ils ont commencé à profiter de cette période d'accalmie pour attaquer des zones comme Daloa, des petites zones où ils essayaient de gratter un peu. En 2004, Laurent Gbagbo en a eu marre parce que non seulement il constate que les Français qui sont censés être la force comment on dit ça, d'interposition, ils jouaient un jeu bizarre qu'ils ne comprenaient pas. Il voyait que les rebelles gagnaient du terrain. Il décide de lancer l'opération Dignité. L'opération Dignité, il a appelé Chirac. Il lui a dit, écoute, dès demain, mes forces iront à Bouaké, iront dans le nord pour raser la rébellion. Chirac lui a vivement déconseillé de le faire. Je te parle du président de la France qui déconseille à Laurent Gbagbo, alors que les gens disent que c'est un incapable. Que lui, le président, n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Il dit qu'il va prendre ses responsabilités, c'est le président français qui dit non. On s'est débrouillé, on a fait les accords de Marcoussis, les discussions évoluent bien, il faut laisser comme ça. Gbagbo dit, monsieur le président, avec tout mon respect, je suis obligé de vous laisser. Il a raccroché. Le lendemain, il a lancé l'opération Dignité. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos forces ont commencé à raser Bouaké jusqu'à ce que les Français s'interposent encore pour dire que le lycée Descartes a été bombardé et que par conséquent, eux, ils sont obligés d'intervenir. C'est eux qui ont stoppé l'opération Dignité. C'est eux qui ont repoussé Laurent Gbagbo. C'est eux qui ont convaincu Gbagbo de mettre fin. Mais ils ont fait des représailles. Ils sont venus à Yamoussoukro, ils ont détruit la flotte présidentielle. Tout notre avion, on avait seulement que 2 Sukhoi. Ils sont venus, ils ont détruit ça. C'est en image, tout le monde peut voir. C'est encore là. Donc, Laurent Gbagbo avait forcément manifesté la volonté de repousser les rebelles. Mais il a toujours été stoppé par la diplomatie française. Donc, à partir de 2000 aux rebelles, il a affaire à la diplomatie française. Donc, il continue les accords. Après ça, il y a eu Ouagadougou. On est arrivé à Ouagadougou. Sinon, il y a eu l'intervention du président de l'Afrique du Sud, etc., etc. Mais on arrive à Ouagadougou, où on décide de faire de Ouattara un candidat. Pourquoi on a des élections? Sinon, en 2005, on ne pouvait pas organiser des élections. Parce qu'ils avaient encore les armes. 2007, on brûle les armes. 2010, on organise des élections. Mais les élections, ils avaient un plan B. Et ils se disaient que vous pensez qu'on va aller là-bas, là, comme ça. D'abord, ils avaient rempli la CEI. Ils étaient déjà tranquilles. Et puis, en plus, ils ont gardé les armes pour que, lors des élections, ils puissent créer le désordre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec la diplomatie, bien entendu, ils étaient toujours là. La France, l'ONU, l'Union européenne et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand j'entends des gens, souvent Zasso le dit, souvent aussi dans ces débats là-bas, Laurent Gbagbo a été incapable. Non, non, non. Il a été capable de le faire. Mais
il a été stoppé dans son élan à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il n'en parle pas, il ne dit rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas essayé de repousser les rebelles. On a essayé. Voilà. Mais en quoi faisant? Mais en quoi faisant? Mais en quoi faisant? C'est ce que je viens de dire. J'avais bougé, pardon. Il veut parler maintenant. C'est ce que je viens de dire. On ne dit pas qu'il veut parler maintenant. Est-ce que tu as entendu parler de l'opération Dignité en Côte d'Ivoire? Oui, ça j'ai appris. Voilà. On a essayé à plusieurs reprises de les repousser. D'accord. On va écouter Diaz Piment, non? Diaz Piment, on ne dit pas il peut parler maintenant. On dit je peux prendre la parole, s'il te plaît. Merci. Ouais, s'il te plaît, je peux prendre la parole. Excuse-moi. Tu t'adresses quand même à une dame. Tu t'adresses à une dame, s'il te plaît. D'accord. Excuse-moi, Nina. Vas-y. On va écouter le président Alassane Ouattara qui prend la place. On peut donner 6 minutes à M. Diaz, s'il vous plaît, 6 minutes. Je vous apprends que M. Yves est mon invité spécial du jour. Donc là, vous avez des questions dans le respect, on débat toujours. Merci. Allez-y, monsieur. Comment il s'appelle? Diaz. On écoute le président. Conformément aux prérogatives que me confère la Constitution, j'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Le premier décret accorde la grâce présidentielle à 2064 détenus et le second décret, une remise de peine à 2597 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. 36 mois. C'est-à-dire que le président Ouattara a signé 2 décrets. Il y a un décret là. Ceux qui sont condamnés pour 3 ans de prison ferme, ils seront libérés. Voilà. Donc, je n'ai pas dit que le président Ouattara veut que les gens fassent de la prison. Mais il veut éduquer ceux qui violent la loi. Ceux que tu cites là, ils ont fait quoi pour que ces personnes soient interpellées? Parce qu'on a un ami qui s'appelle Jonathan, qui est du PDCI. Lui, il est encore libre. Parce que lui, il critique le pouvoir. Mais vous là, vous êtes dans la diffamation. Quand vous prenez votre parole là, vous dites Alassane Ouattara le chef de la rébellion. Vos militants là, ils disent que Alassane Ouattara est chef. C'est une diffamation de dire que le président de la République est un chef de la rébellion. Surtout qu'il n'y a pas une cour qui a condamné le président, qui a fait de lui un chef à travers une preuve établie. Donc vous le diffamez. Donc la diffamation est punie par la loi. Voilà pourquoi la majorité de vos cybercommunicants là, étant donné que vous avez passé votre temps à dire que Ouattara est chef de la rébellion, eux aussi ils passent leur temps à dire que Ouattara est chef. Et puis en plus de cela, ils mettent Woubi dedans. Ils disent le président Ouattara était chef de la rébellion et puis ils mettent Woubi dedans. Monsieur Yves Aïpo, c'est ça qu'on appelle la diffamation. Donc on peut te condamner pour ça. Mais je ne cite pas Choupapi. Je cite aussi une femme qu'on appelle Dame Succès. Dame Succès, elle est militante. Elle n'est pas sympathisante, elle est militante. Elle a été condamnée à 3 ans de prison. Vous comprenez? Elle a appelé les Ivoiriens à s'attaquer aux Nigériens. Elle a été condamnée. Pourtant, elle est militante du pouvoir. Voilà. Moi, quand je prends la parole, vous m'avez vu diffamer sur votre président. Vous m'avez diffamé sur son Guillaume, sur Gbagbo et autres. Mais je suis militant, je suis cyberactiviste. Je peux faire ce que vous faites. Mais pour la loi, pour le respect de la loi, je ne diffame pas. Je fais des critiques. On parle maintenant de Opération Dignité. Il dit que le président Gbagbo a appelé le président français. Quand le président Gbagbo a appelé le président, vous étiez là, tu étais là-bas. Tu étais là-bas quand le président Gbagbo a appelé devant toi, il a appelé devant toi. C'est la même propagande que vous passez votre temps à dire dans les agora parlement. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'opération Dignité? Voici M. Gbagbo, il achète 2 avions et il n'a même pas de pilote ivoirien pour les piloter. Il s'en va prendre des Biélorusses ou bien je ne sais qui, il a des mercenaires. Il les met dans les avions. Des gens qui sont incapables de reconnaître les lieux à bombarder. Et ils font des morts. Il y a eu plus de 16 Djali au côté français. C'est ce qui a poussé les Français à riposter en bombardant les 2 avions. C'est tout. Qui a empêché Gbagbo Laurent en 2000 de faire décoller 2 avions pour aller bombarder les rebelles quand ils étaient à Ouagadougou là, avant de rentrer là? Il y a une frontière nord, il y a une frontière nord là. Pourquoi Gbagbo n'a pas pris 2 avions pour garder là, pour aller les bombarder au cas où? Qui l'a empêché Gbagbo de faire ça? Personne ne l'a fait. Alors, on va dans les accords, on signe des accords de cessez de feu. Et vous outrepassez ces accords là pour aller bombarder, mais c'est une violation de la loi que vous avez consignée.
Vous faites des compromis et puis vous faites de la roubladise. C'est méchant. Voilà. Sinon, on n'empêche aucun État de mater une rébellion. Le président Gbagbo même l'a dit en 2001. Il dit, ceux qui sont en face là, je donne l'ordre de les mater. Alors, c'est comme ça. Quand tu es au président de la République, tu dois mater une rébellion, elle se fait mater. Il n'y a pas de la France qui va t'empêcher de mater quoi que ce soit. Tu es libre de mater une rébellion quand elle s'annonce. Voilà, donc arrêtez un peu de prendre les choses et puis raconter les mêmes choses, les mêmes rhétoriques. Concernant le désarmement, mais en 2009, le journaliste français a posé la question sur le désarmement. Le président Gbagbo a dit c'est notre affaire. Que ça nous concerne, qu'il n'a qu'à enlever sa bouche dans notre affaire. Quelle affaire de désarmement il n'a qu'à enlever, que lui il sait ce qu'il fait, que la Côte d'Ivoire ira aux élections sans problème. Blé Goudé lui-même, dans le cas de désarmement, il avait demandé à ce que les rebelles désarment. Vous avez dit quoi? Il n'a pas mis Blé Goudé à genoux. Soro n'a pas dit que Blé Goudé a demandé pardon parce que lui il a demandé un désarmement. Vous avez manipulé une partie de la population, abruti une partie et cette personne-là se sont retrouvées dans ce que nous savons. On organise une élection. Il y a l'ONU qui intervient en tant que certificateur. Il y a le CEDEAO, il y a l'Union africaine et autres. Tous ceux-là sont dans les observateurs, ils sont dans notre élection. Au premier tour, on constate qu'il n'y a rien. Rien n'a été signalé. Il te reste 30 secondes. Au deuxième tour des élections, le deuxième jour, on doit donner les résultats. Votre gars, Damana Pika, sort et il déchire des PV. Devant à la télévision, tout le monde était là. C'est vous qui avez créé le désordre. Le quatrième jour, la CEI sort, Youssou Bakayoko donne des résultats provisoires. Le même jour, Indri sort pour annuler 7 départements et proclame Gbagbo gagnant. C'est tout ça qui a créé des problèmes. Malgré tout, attends, il va chuter. Ok, malgré le panel des chefs d'État, avec Jean Ping à la tête, malgré les négociations, on a estimé que quand on regarde les PV, on estime que c'est le président Ouattara qui a gagné. Mais vous avez dit non, que le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, donc malgré les 7 départements annulés, c'est Gbagbo qui a gagné. Vous êtes sûr que qui va accepter un tel verdict? Alors, si le président Gbagbo avait cédé le pouvoir à partir de novembre, je pense qu'il n'aurait jamais eu de Djokwe, il n'aurait jamais eu de crise post-électorale, il n'aurait jamais eu de bombardement. Donc vous devez assumer les conséquences. Quand on pose des actes, on doit s'attendre à assumer les conséquences. Aujourd'hui, M. Gbagbo n'est plus éligible électoral. C'est très loin du sujet. Il ne faut pas l'émotion continuer. Bon. Attends, je vais réagir rapidement. Moi, j'ai besoin de 2 minutes seulement. Dans tous les cas, dans ce que tu as dit, tu as parlé essayez de tapoter un peu, les gars, un peu dans les commentaires. Tu as parlé des pilotes biélorusses et que tu dis que des gens, ils ne connaissaient pas Abidjan, donc ils ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire et que voilà. Tu sais, bon, ça me fait doucement rire parce que je me rends compte que tu n'es pas bien documenté. Les avions qui ont été achetés par le président Gbagbo, tu as dit 2 avions. C'était suffisant. C'était suffisant pour raser la rébellion, carrément. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des Puma 24, Mi-24. Ce sont des avions de précision. Je te dis, on me dit ici, premier avion soviétique doté d'un système numérique intégré de navigation et d'attaque pour le bombardement de précision. Radar d'attaque Orion A et radar de suivi de terrain. Non, c'est-à-dire que il suffit simplement de faire rentrer les coordonnées. Tu fais rentrer les coordonnées et puis l'avion bombarde avec précision la cible. Non, pour que des pilotes aillent bombarder accidentellement le lycée Descartes où était la base française, il faut que les pilotes soient stupides. Il faut qu'ils soient stupides. Parce que les coordonnées sont connues. Non, ce que tu es en train de dire là, c'est tout à fait faux. Mais il n'y a pas de problème, je peux te laisser te gargariser de ça. Mais ça ne correspond pas aux données historiques de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est sur ce sujet-là. Tu peux dire ce que tu veux. Bon.
Je préfère ne même pas être long. Parce que vous bavardez, vous pensez que c'est parler beaucoup qui va faire beaucoup. Quand tu dis Laurent Gbagbo a appelé, que ça fait partie de la propagande, non. Laurent Gbagbo appelle le président français parce que c'est en France qu'il y a eu les accords de Marcoussis. Marcoussis, là, c'est en France. Kléber, là, c'est en France. Donc, on s'est entendu là-bas. La réunion était pilotée par Vincent Pierre Mazot, le professeur de droit. C'est un Français. Donc, ce dont on parle, c'est sérieux. Lorsque le président Laurent Gbagbo décide de sortir du cadre de l'accord de Marcoussis, il faut bien qu'il informe la France. En tout cas, un président qui se respecte. Si vous êtes allé là-bas et que vous vous êtes entendu sur des choses, vous devez nommer un ministre issu de la rébellion. Vous devez donner 7 postes de ministre aux rebelles. Vous devez donner ceci, vous devez faire cela. Et nous devons aller résolument vers le désarmement. Si en 2004, 1 an plus tard, Laurent Gbagbo change d'avis, il appelle les gens là-bas et puis il leur dit, chers amis, avec vos gars là, ils ne respectent pas le cessez-le-feu, je m'en vais les bombarder. C'est l'information qu'il a donnée à la France. Ils n'ont pas laissé le président Laurent Gbagbo être indépendant. C'est pourquoi, si tu as bien suivi, en 2004, les jeunes Ivoiriens sont sortis massivement dans les rues pour aller s'interposer devant la France, devant l'hôtel Ivoire. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter une telle forfaiture, que des Français viennent à notre hôtel Ivoire, notre hôtel, que les Français se mettent en direction de la résidence présidentielle. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tués, non? Les Ivoiriens ont été bombardés devant l'hôtel Ivoire. Il y a eu une 50aine de morts. Est-ce qu'il y a eu procès? Est-ce que le RDS c'est une fois indigné? Jamais de la vie. Donc, ce dont on parle, c'est sérieux. Il ne faut pas venir faire du remplissage. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. D'accord. Merci à M. Yves Aïpo. Non. La prévision, on suit le... Il y a Oussou qui est monté, il y a Golden Boy qui est là, il y a Dominique, il y a Lord Pacha qui doit normalement faire ça. S'il a des questions pour Yves, hein, je vais faire un commentaire, on lui passe la parole, n'est-ce pas? Non, moi j'ai des questions, c'était la règle, j'ai des questions. D'accord. Temps des paroles. Non, les temps des paroles, si ça peut s'adresser aussi au sujet, c'est intéressant, d'accord? Moi, c'est juste une observation. D'accord, attendez, Petro va faire une observation. Allez-y, monsieur Piment. En fait, il ne faudrait pas que Diaz Piment le prenne en malin, mais moi, j'aimerais qu'il essaie de monter un nouveau débat, parce que ces propos qu'il est en train de raconter ici, ça, c'est le truc qu'on raconte au grain. Et franchement, vu actuellement le niveau du panel, on n'a pas besoin de ça. S'ils n'ont pas d'arguments, les gens du RDR, ils ferment les micros, ils vont chercher les supporters, puis ils montent, on va débattre. C'est ce que j'aimerais dire. Interpellé, il faut que je rebondisse. Merci à monsieur Petrov. Merci qui a fini de faire son déroulé. Alors, ok, la prévision, c'est comment? Nina, il m'a cité là, s'il te plaît. D'accord, rapidement, non. On met la prévision. J'ai une observation à faire. Nina, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai, pas le niveau je vais demander à partir. S'il vous plaît. J'ai été fouetté. Oui, attendez, il dit qu'il veut partir. Attendez, Yves. Voilà, calmez-vous. La prévision. Attendez, tu avais posé les règles du débat. Tu as dit qu'on pose des questions. Moi, je veux poser des questions. Oui, tu as posé ta question. L'homme Pacha, un instant. Oui. Yves, tu dis quoi? Non, je voulais juste partir. Ou bien, si vous voulez, je peux répondre à... Mais il y a des questions pour toi, non, Yves? Moi, j'ai des questions pour Yves, justement. Oui. Non, je peux prendre 5 minutes, mais il faut vraiment que je parte. Mais on peut faire 5 minutes, 5-10 minutes maximum. D'accord, pose ta question, comme ça a duré. Ok, merci. Ouais, puisque comme il partait, c'est pour ça que je reviens à mon micro. Alors, bon, déjà, première observation, pas une observation, première rectification, c'est que dans ses propos, il a parlé d'avion russe Puma. J'aimerais dire qu'il n'existe aucun avion russe Puma et qu'en réalité, les Pumas sont des hélicoptères, en fait, français, quoi. Et donc, en fait, je pense qu'il voulait parler plutôt d'avions Sukhoi russes, en fait. 25. Bon, moi, j'ai noté pratiquement toutes mes questions. L'une des premières questions, c'est est-ce qu'il peut, puisqu'il a cité de façon aisée plusieurs personnes qui étaient, comment on appelle ça, qui étaient
arrêtés justement par le pouvoir en place à l'heure actuelle. Et il a demandé si on pouvait citer des personnes qui étaient RDR. Moi, je vous retourne la question, est-ce qu'il serait capable de nous citer de 2000 à 2010, justement, des personnes de la majorité présidentielle qui, pour leurs propos, qui sont connus, hein, que ce soit à la Sorbonne, etc., tout ça, et puis dans plein de débats, même souvent dans des interviews sur Abidjan.net, avec des propos assez virulents, est-ce qu'il peut nous citer 3 personnes de la majorité présidentielle qui, à cette époque-là, étaient enfermées? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est qu'au tout début, il nous parlait en fait d'un témoignage, de certaines personnes dues aux victimes de Diokwe, qui étaient des vieilles personnes et qui avaient été, qui avaient été déjà, dont leur maison a été brûlée, et qu'il a retrouvé ces personnes-là dans des camps au Ghana. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Diokwe, c'est complètement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, ma question, j'aimerais savoir s'il est sûr et certain que ces personnes dont il parle, qui sont des pauvres personnes, donc un peu démunies, et qui avaient envie de se réfugier justement par rapport, justement, on va dire, aux militaires, selon ses propos, hein, qui les attaquaient et tout. Est-ce que ces personnes ont dû traverser pratiquement tout la moitié tout le territoire ivoirien pour se retrouver de l'autre côté de la frontière du Ghana, plutôt que d'aller vers la Guinée, pour le peu que j'avais entendu, derrière le Cavalier, vers le Libéria? Ça, c'est ma deuxième question. Comme il parle, excusez-moi, hein, je notais, vu que c'était les règles. J'ai une autre question. Il parlait aussi, j'aimerais, comme il a fait du droit, ça c'est une question qui m'intéresse, j'aimerais qu'il m'explique aussi quelles sont les règles auxquelles obéit justement une perquisition. Donc, dans les détails, parce que je me rappelle aussi à une certaine époque, on nous justifiait des descentes justement dans des sièges de rédaction où on saccageait, on pillait du matériel, on emportait souvent, on nous justifiait ça comme étant des perquisitions selon la loi. Aujourd'hui, par rapport aux propos qu'il a suite à ce qui se passe en ce moment, parce que certains accusent des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire de pillage, etc. Tout ça, j'aimerais qu'il me réponde, au moins qu'il m'édifie sur la perquisition, en quoi en fait, quelles sont les règles auxquelles elle obéit. Bon, je m'arrête là parce que j'ai tout noté, mais je ne pourrais pas tout vu que le temps passe. Merci. Mais si tu as noté, s'il dit qu'il peut répondre, bon, je ne sais pas. Non, y a pas de Je problème. peux continuer, hein. Je peux, c'est Non, pas ça mon opposé à va. Tu sais ce qu'on va faire? Ok. On va aller progressivement. Comme moi, je parle de mémoire, hein, donc je peux me tromper. C'est bien que tu m'interpelles sur des choses. Comme on dit, en matière de connaissance, c'est l'erreur qui est féconde. Donc, plus tu fais des erreurs, plus tu apprends. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Tu as signifié que ce ne s'agissait pas de Puma. Il n'y a pas de problème. J'ai retrouvé les images. Je vais les présenter. Voici l'avion qui a été détruit. Bon, c'est plusieurs avions, hein, mais voyez ça. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Hein. On peut visiter le site si vous voulez pour voir. Mais bombardement de Bouaké 2004 en Côte d'Ivoire. 3 pilotes jugés par défaut. Voilà les avions et tous les avions ici. Donc, je ne sais pas, mais si tu veux, tout à l'heure, je pourrais rentrer dans les détails pour voir c'était quel style. Mais je sais que c'était des avions de précision. À cette époque, c'est ce qui nous avait été dit. Donc, si vous voulez, je peux rentrer dans la documentation pour dire qu'il était impossible à ces avions de faire des erreurs. C'est impossible, techniquement parlant. Voilà. Donc, si vous voulez, hein, si vous me donnez le temps, je peux regarder. Ben, allez-y, monsieur Yves. C'est ça qu'on est là, on est là à prendre. D'accord, je vais ouvrir le lien. Peut-être qu'ils vont donner la description des avions qui étaient. Ouais, c'est des Sukhoi et des Mi-24. Il y avait les deux. Voilà. Sukhoi Mi-24. D'accord. Donc, on va avancer rapidement. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi, cher ami? Tu peux me rappeler? Déjà, concernant justement le témoignage des personnes que vous avez recueillies, le témoignage que vous avez recueilli au Ghana, est-ce que vous êtes sûr et certain que c'était des personnes, puisque vous nous avez affirmé ici que c'était des personnes qui étaient des victimes de Diokwe,
Et Oui. donc, ils se sont retrouvés au Ghana. Donc, ma question, Attends. c'est, est-ce que vous en êtes sûr? Attends. Merci. J'ai même... Attends. Excusez-moi, en fait, c'est des victimes ou c'est des rescapés? Parce que là, je suis un peu perdu, là. Des rescapés sont des victimes. En français. Yves a répondu, il dit que les rescapés sont des victimes, mais je pense qu'il a répondu à votre question, monsieur. On va pas perdre le temps dessus, on va essayer d'avancer rapidement. Ok, cher frère, j'allais te montrer la vidéo, mais tu peux aller tout à l'heure, quand tu auras un peu de temps, il faut chercher une page sur Facebook qui s'appelle FARI, F-A-R-I, le Fonds d'assistance aux réfugiés ivoiriens. Quand tu as le temps, va sur Facebook, cherche la page FARI, Fonds d'assistance aux réfugiés ivoiriens. C'est moi qui ai créé cette association. Quand je suis allé en visite au Ghana en 2015, j'ai créé cette association avec des Ivoiriens qui y vivaient. On a ouvert une page Facebook. Sur cette page, il faut descendre. C'est-à-dire, va vraiment en bas. Si tu scrolles peut-être pendant 2-3 minutes, tu vas retrouver maintenant tous les témoignages des réfugiés. J'ai interviewé en personne. Je n'ai pas dit quelqu'un a interviewé. Moi-même, j'ai interviewé des gens qui se sont échappés du Dioukoué. D'ailleurs, dans ces interviews, ils expliquent comment ils ont perdu des parents sous les yeux. C'est-à-dire, ils sont là avec leur maman, parents, et puis on les fusille devant tout le monde. Et ils sont traumatisés. Ils étaient là-bas sur des camps de réfugiés. Donc, ce que tu dis, oui, ils ont traversé, ils sont partis de l'ouest jusqu'à l'est, etc., etc. Frère, tu ne connais pas l'amertume, tu ne connais pas le périple. Même le ministre Guirielou, je suis allé chez lui. Je lui ai dit, doyen, comment tu es sorti? Il dit, mais nous, on est sortis en pirogue. Il dit, mon petit, les gens disent qu'ils ont fermé nos comptes. Il n'y a rien dans les comptes. Les gens pensent qu'on avait l'argent. On n'avait même pas d'argent. Il dit, moi, avec ma femme, nous avons marché. D'abord, on a marché pratiquement 12 heures de temps dans la brousse. On avait un carton. Il dit, le peu d'argent qu'on avait, que nous restait, une histoire de 3, 4, bon, je crois, tout de quelques millions en tout cas, qu'ils ont mis dans un carton en cash. Et il dit que, je ne te dis pas qu'il a dit ça sur une chaîne et puis j'ai entendu, hein. Je suis assis en face de lui et puis il me raconte. Il dit l'argent que ma femme et moi, nous avons pris lorsque on quittait la voie terrestre et puis on passait maintenant en pirogue, on arrive dans la pirogue et on se rend compte à 2 heures du matin que l'argent n'est plus là. J'ai dit, doyen, mais de quoi tu me parles? Il dit, l'argent n'est plus là. Mais comment ça s'est passé? Il dit, non, on avait tellement d'affaires qu'on a dû oublier, perdre ça dans la brousse là-bas. Il dit, à 2 heures du matin, on était obligé de rebrousser chemin pour aller retrouver cet argent-là. Ils sont retournés. Et ils ont marché encore jusqu'à ce qu'ils retrouvent ce carton. Dieu merci, l'argent était encore là. Il dit, bon petit, c'est avec cet argent-là, on est arrivé à Accra. Excusez-moi, grand frère, comme je sais que vous n'avez pas assez de temps, on va aller dans... Vous savez, quand vous posiez vos questions, je ne vous ai même pas interrompu. Oui. Donc, permettez-moi la latitude de répondre à vos questions, s'il vous plaît. Je suis en train de vous ce que vous êtes en train de dire répond pas vraiment à mes questions, mais allez-y. Oui, ça peut ne pas vous intéresser, ça peut intéresser d'autres personnes, s'il vous plaît. Donc, je vous donne un témoignage de première main. C'est ce qu'en droit, on appelle témoignage oculaire. C'est ce que je vous donne ici. Donc, il dit que son argent, là, il a retrouvé, c'est avec ça qu'il s'est installé au Ghana. Mais il dit après 6 mois, ils étaient obligés de prendre Baka pour se déplacer. Parce que leur argent est fini. Donc, c'est une réponse, soit dit en passant, à ceux qui disent qu'ils avaient beaucoup de millions. J'ai retrouvé Damana Picasse aussi, là-bas, au Ghana, dans sa maison. Il avait à peine une petite voiture rouge qu'il prenait pour se déplacer. Mais c'était une 2 chambres salon. Il n'avait rien. Partout où on est passé,
Nous avons eu autour de 3 ou 4 rendez-vous. C'est moi qui payais. Tu as vu, non? C'est jusqu'à quel niveau ils étaient. Donc, nos frères qui étaient là-bas, ils étaient démunis. Nos frères que j'ai retrouvés là-bas sur les camps des réfugiés, c'était vraiment des réfugiés venus des zones qui ont été massacrées. Voilà. Ta prochaine question, c'était quoi? Faut me dire rapidement. Ok, moi en fait, voilà, ce que je voulais faire remarquer, c'est quand tu as posé une question de droit. Tu as posé une question de droit. Oui, j'en viens. Déjà, une question rapide. Si vous pouvez me citer les 3 personnes, justement, oui, y a pas de la majorité présidentielle qui ont été arrêtées. Dans quelle période? Là, en fait... De quelle période à quelle période? Peu importe, de 2002 jusqu'à 2010. De 2002 à 2010. Ouais, jusqu'à 2010. Ouais. Ça dit au moment où Laurent Gbagbo était président, quoi. Tout à fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, effectivement. Je ne connais pas d'activistes à cette époque. Tu peux m'en donner? Tu peux me donner... Commençons d'abord avec les noms des activistes connus. Si tu peux donner... Énormément. C'est juste qu'en fait... des noms d'activistes. Non, j'ai pas des noms, mais moi, je ne vais pas vous donner de noms de personnes qui ont été arrêtées. Bon, ta question, vous nous avez posé une question. C'est quoi ta question? Ma question, c'est vous. Alors, je réponds simplement. D'abord, tout à l'heure, je voulais juste vous faire remarquer, en fait, que quand on est démunis, qu'on cherche à comment on appelle ça, à éviter une guerre, à éviter de se faire tout traverser, justement, pratiquement, il me semble, ça fait entre 400 et 600 kilomètres, je suppose, à pied, en fait, pour se retrouver au Ghana. Bon, c'est quand même quelque chose. Pour ma part, en fait, il me semble que beaucoup sont passés derrière le cavalier pour essayer de se protéger. Et il y a des témoignages, comme pour l'instant, j'ai pas mon ouais, bon, quand tout à l'heure, quand tu auras la parole... Maintenant, je reviens sur ma question, oui. Il n'y a pas de souci. Non, c'est juste une remarque, vite fait. Ensuite, je demandais justement, tout à l'heure, vous avez posé une question très claire à, il me semble, Jess Piment et puis l'autre qui était connecté, j'oublie son nom, Adam, quelque chose comme ça, en leur demandant de citer des noms de personnes du RDR qui sont aujourd'hui enfermées alors que vous pouviez en citer de l'opposition. Et vous avez cité. Oui. Voilà. Moi, je vous demande de refaire l'exercice à une certaine époque, justement, où il y avait beaucoup de personnes, effectivement, qui étaient enfermées, qui étaient de l'opposition. Est-ce que vous pouvez m'en citer, justement, ceux qui étaient de la majorité présidentielle, ceux qui étaient du pouvoir, ou même des gens, comme vous étiez étudiant, des gens qui étaient feuillistes, qui faisaient beaucoup de mal, sûrement, à des étudiants sur les campus. Est-ce que vous pouvez m'en citer 2 ou 3 qui étaient enfermés? Ok. D'abord, je vais adresser un point ici. Bon, adresser, c'est anglais. Address, c'est point. C'est pas ce que je voulais dire. Je vais faire un point de clarification majeur. La FESI était traversée par des mouvements de pensée. La FESI, souvent quand vous parlez de la FESI, vous avez l'impression que c'est une entité créée, conçue par le président Laurent Gbagbo et que tout le monde était acquis à sa cause. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que tu n'as pas côtoyé la FESI. Ça veut dire que tu n'as jamais été proche de la FESI. Moi, Yves Ayipo, déjà en terminale, j'organisais des grèves. Il faut demander à tous ceux qui ont fait le lycée la zone des Dida, là, comment vous appelez ça même? Si vous aidez-moi, j'ai peut-être... Là, c'est où? Divo. Divo. Au lycée moderne de Divo. Il faut demander à tous ceux qui étaient là-bas dans les années 99-2000. Ils vont vous dire, c'est moi qui ai fait sortir tous les lycées de choses de Divo. Parce que j'étais contre les agissements de la FESI. D'accord? Ça, c'est un. De deux, je suis arrivé à Boaké, à l'université à Boaké. Ceux qui m'ont approché, c'était des gens du RDR qui voulaient en finir avec la FESI. Et ils avaient des infiltrés dans la FESI. Moi, je suis arrivé à la période où il y a un mouvement qu'on appelait l'AGCI. C'était un mouvement purement RDR. Ils se réclamaient FESistes. Mais ils sont RDR.
Et tu sais qui les pilotait depuis Paris? Doumbia Major, Féfé. Mais ça là, tu ne les connais pas. Les noms que je cite là, tu ne les connais pas. Quand on te parle de Habib Dodo, est-ce que tu sais, Habib Dodo, il était brûlé au campus, mais il était de quel bord? Dans la Fessie. Il n'était pas avec les loyalistes. Hein. Les loyalistes, c'est ceux qui étaient du côté de Charles Blé Goudé. Bon, Charles Blé Goudé n'était plus à la Fessie à cette époque, mais ceux qui étaient, en tout cas, du côté gouvernement. Ceux que vous dites les amis de Gbagbo, là. C'est eux qu'on appelait les loyalistes. Mais il y avait les dissidents dans la même Fessie. Habib Dodo, il faisait partie des dissidents. Je l'ai rencontré. On a eu des réunions ensemble plus de 100 fois. Parce que j'étais en train de me former dans le syndicalisme et dans l'idéologie communiste. Donc, j'étais obligé de les fréquenter eux tous. Donc, la Fessie a été traversée par des courants de pensée. La Fessie n'était pas à 100% acquise à Laurent Gbagbo. Les violences que vous avez vues là, c'était des violences entre fractions. Fraction pro-Gbagbo, fraction pro-Ouattara. Les gens ne le disent pas assez. Ils ne le disent pas, ils ne veulent pas dire ça à tue-tête. Moi, je te le dis aujourd'hui. C'est lourd. Oui, je te le dis aujourd'hui. Et je peux te donner le nom de tous ceux qui étaient pro-Ouattara dans la Fessie et qui s'aimaient la zizanie. Quand tu as dit, je ne sais pas si tu as entendu encore chose, je ne sais pas si tu as entendu dans le milieu universitaire, il y a ce qu'on appelait la guerre des machettes. Tu as entendu ça? Où le général fallait... Il faut le dire crise des machettes. Même si tu dis guerre, il ne va pas comprendre. Il faut dire la crise des machettes. Voilà, la crise des machettes. Voilà, je peux te donner ceux qui étaient au campus 1, ceux qui sont venus sur le campus 2, et qui ont macheté des camarades. Il ne connaît pas l'histoire. Comment quand même parti reprendre la cité, les cités, il ne peut pas comment ça. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses. Quand vous dites fais ci, automatiquement dans l'imaginaire des Ivoiriens, c'est dans la poche de Gbagbo. Non. Et si tu lui dis que Doumbia Major attendait de renverser Blé Goudé là, il ne va pas comprendre ça. Si tu lui dis que Doumbia Major a tenté de renverser Blé Goudé, il a demi Blé Goudé, ça a envoyé la crise, il ne peut pas comprendre, il faut laisser. Donc, il y a beaucoup de tendances. Donc, il ne faut pas parler de ça aussi simplement comme ça. C'est plus compliqué que ça. Franchement, c'est plus compliqué que ça. Maintenant, tu dis, est-ce que sous Laurent Gbagbo, des pro-Gbagbo ont été enfermés? Oui, il y a eu des pro. Il y a la femme d'Afin Guessan. C'est-à-dire que la femme de son premier ministre, elle s'appelle Angéline Kili. Elle était prise. Il y a monsieur Tapédo. C'était lui qui dirigeait toute l'affaire des cafés cacao. Il a été pris, il a été emprisonné. Excusez-moi, monsieur Yves, je peux préciser ma question, puisque moi je ne parlais pas de crime économique. Hein. Je voulais rester vraiment dans le domaine politique. Oui. C'est-à-dire en fait des gens justement qui ont été... Voilà, s'il vous plaît. D'accord, mais j'en arrive, t'inquiète. Quand je dis je parle, je suis très précis. D'abord, je te dis ceux qui étaient dans le camp de Laurent Gbagbo qui ont été pris. Maintenant, on va rentrer dans la spécificité. Tu parles de personnes qui ont été prises pour leurs opinions publiques, opinions politiques. Je te mets au défi de me donner des individus du RDR qui ont été pris pour leurs opinions politiques. En fait, il faisait partie de la politique du président Laurent Gbagbo de ne pas enfermer des gens juste pour leurs opinions. Est-ce que tu sais que c'est sous Laurent Gbagbo que le délit de presse même a été supprimé? Bon, pas supprimé, en tout cas dépénalisé. Je pense que c'est beaucoup plus correct. Ça a été dépénalisé. Ça veut dire quoi? Même les journalistes qui insultent. Tu sais pourquoi il a fait ça? C'était un peu pour donner une leçon à Henri Konan Bédié. Parce que sous Henri Konan Bédié, un jour, un journal a titré Henri Konan Bédié était au terrain de malheur aussi. La Côte d'Ivoire avait perdu. Je crois que c'était la SEC qui avait perdu, qui jouait un tournoi. Là. La SEC a perdu. Et puis, le lendemain, le journal c'était la finale de la Champions League. La SEC jouait contre un club sud-africain là.
Voilà. Et puis, ils ont titré Henri Konan Bédié était au terrain, le malheur aussi. Ils ont été interpellés, ils ont été emprisonnés pour délit de presse. Quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il dit, bon, on va dépénaliser. La presse peut dire ce qu'elle veut. Tu vois, non? Et effectivement, sous Alassane Ouattara, Dieu merci, ils sont allés plus loin. Ils ont supprimé les amendes. Parce que Laurent Gbagbo, lui, c'est qu'il a fait, il a supprimé les peines d'emprisonnement. Mais il y avait des amendes toujours. Sous Alassane Ouattara, ils ont supprimé même les amendes. Donc, ton exercice que tu demandes, il serait très intéressant que tu dises ici à tous les Ivoiriens, voici des activistes politiques du RDR qui ont été emprisonnés sous le pouvoir Ouattara et sous le pouvoir Laurent Gbagbo. Je veux maintenant que tu me donnes des activistes pro-Gbagbo qui ont été emprisonnés. En ce moment-là, tout ton propos a un sens. Mais nous sommes sous un régime qui ne condamne même pas les gens pour des opinions politiques. Donc, comment je peux te donner des noms de personnes politiques qui ont été emprisonnées dans le camp du RDR comme dans le camp présidentiel? C'est impossible de le faire. Tu vas me dire, Assalé Timoko. Mais Assalé Timoko, il n'a pas eu affaire au président Laurent Gbagbo. Il a écrit un opuscule. Et cet opuscule était pour critiquer, comment on appelle ça, l'appareil judiciaire. Donc, les magistrats se sont ligués contre lui. C'est ce qui s'est passé. Et il était puni. Bon, à part le cas à Salé Tumoko... Mais c'est quoi la différence entre puni et puis arrêté là? C'est quoi la différence? Je ne comprends pas. Non, mais même s'il a été arrêté, je veux dire, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui était visé. Je veux dire qu'il n'a pas dit quelque chose de méchant à l'endroit de Laurent Gbagbo pour que Laurent Gbagbo se venge de lui. Comme aujourd'hui, là, quand les gens disent certaines choses, non. Il a dit que l'appareil judiciaire était corrompu. En fait, il a fait une sorte... Et puis non seulement, il s'est moqué d'eux... L'appareil judiciaire est corrompu. Toi, Yves, même tu sais très bien qu'on ne peut pas dissocier le pouvoir de la justice en Afrique. Tu le sais. Donc, c'est que certainement. Ceux qui l'ont arrêté, c'est quelle machine qu'il a arrêté, en fait? Son arrestation, c'était qui, en fait? Si tu peux nous aider à comprendre. Bon, les magistrats ne se sont pas cachés. Hein. Les magistrats, j'ai même leur travail ici. Ceux qui ont poursuivi Assalé Tumoko. Ils ont donné les raisons pour lesquelles ils estiment avoir été diffamés. Ce sont des magistrats qui ont fait ça. Est-ce que tu vois? Maintenant, je suppose qu'il ne parle pas d'Assalé Tumoko. Parce qu'Assalé Tumoko, il l'a fait dans le cadre de l'éléphant déchaîné. Et d'ailleurs, sa sanction, ils ont dit, comment on appelle ça, délit de presse. Délit de presse. C'est pourquoi Reporters sans frontières a bondi dessus pour dire oui, Assalé Tumoko n'est même pas journaliste. Grand frère Ipo, je voulais s'il vous plaît faire juste une petite précision, si vous permettez, rapidement. En fait, ce qui a été reproché à M. Assalé Tumoko à l'époque, c'est qu'il avait écrit un article qui dénonçait quand même des cas de corruption dans le recrutement des fonctionnaires de l'État. Et à l'époque, il avait, dans l'article justement, il décrivait enfin un État imaginaire. Et à l'époque, les autorités politiques, c'est-à-dire le pouvoir de Laurent Gbagbo, a estimé qu'en réalité, l'article décrivait la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a été interpellé, incarcéré. Donc ce n'est pas l'article qu'il avait écrit concernant les magistrats. En réalité, l'article concernait une histoire de corruption dans l'organisation des concours de la fonction publique. Monsieur, peut-être que vous faites une erreur, ce n'est pas ça. Hein. Il y a eu des allégations au niveau du troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, où le procureur d'antan, de l'époque, lui a demandé de venir prouver ce qu'il disait. Il a porté l'opprobre, en fait, sur le pouvoir judiciaire. Ce n'est pas ce que vous dites. Hein. Ça, c'est différent. Vous voyez encore le cas d'Assalé Tumoko. Maintenant, le procureur lui a demandé, le procureur lui a demandé, tu as versé l'opprobre sur le pouvoir judiciaire, qui est un pouvoir indépendant. Il s'agit de justifier ce que tu vas prouver. Après, enquête était faite, il était prouvé qu'il n'était même pas journaliste, en fait, dans le temps. Donc, faites attention. Attends, Dominique, attends. Je vais clarifier, c'est simple.
Voici, j'avais cité Reporters sans frontières, non? Oui. Voilà. Le responsable d'une association écope d'1 an de prison ferme pour outrage à magistrat et diffamation. Vous voyez ça? On peut lire. Reporters sans frontières s'étonne de la condamnation d'Antoine Assalé Tumoko le 4 janvier 2008 par le tribunal correctionnel d'Abidjan à 1 an de prison pour outrage à magistrat et diffamation envers le parquet. Cet Ivoirien de 32 ans n'est pas journaliste, mais responsable d'une association de lutte contre les injustices et le chômage. Ils mettent entre crochets, ma vie est dans ma prise de conscience, MVPC, et collaborateur occasionnel du quotidien Le Nouveau Réveil. Donc, j'avais dit l'éléphant déchaîné. Vous voyez, quand on parle sans regarder, on se trompe. Donc, c'est Le Nouveau Réveil. Il avait fait paraître dans la presse, le 14 décembre 2007, un article dénonçant la corruption du système judiciaire. Bien qu'Antoine Assalé Tumoko ne soit pas journaliste, il a été condamné à une peine de prison ferme pour un délit de presse. Voilà. C'est là. Délit de presse. Nous rappelons... En tout cas, c'est intéressant. Merci infiniment parce que c'était un peu la précision que je voulais faire. Merci. C'est pas une précision, mais c'est une confusion de votre part, frère. Dites que vous avez été confus. Parce que outrage à magistrat, c'est différent en fait de ce que vous avez dit. On a rectifié le tir. Je suis parfaitement d'accord quant au fond en fait du dossier. Mais ce que je dis, c'est que c'est une histoire de corruption. Je ne savais pas que c'est en réalité la corruption concernait en fait l'organisation de concours des magistrats. C'est un peu là où je suis un peu confus en fait. Concours des magistrats, bon, c'est pas ce que l'article dit ici, je sais pas où vous avez en trouvé, mais on dit, nous rappelons, dans tout ce que, on n'a pas besoin, on va revenir à l'autre pour sa dernière question. Il avait une question sur les perquisitions, je pense, si j'ai bonne souvenance. Oui, tout à fait. Bon, j'aimerais quand même, je vais pas rester longtemps là-dessus, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a des journalistes. Parce que là, vous citez que Assalé Tumoko, mais il y a plusieurs journalistes de plusieurs rédactions qui ont été saccagées justement. Attends, là, parce qu'il n'y a pas que Assalé Tumoko, tu veux dire? Ah non, il n'y a pas qu'Assalé Tumoko. Bon, faites vos recherches. S'il te plaît. À part Assalé, cite-nous quelques noms, s'il te plaît. Il y avait un certain Yaouro, mais je ne me rappelle plus trop. Il y a des journalistes du Nouveau Réveil, il y a des journalistes du Patriote. Je ne me rappelle plus le nom. Il y avait une personne aussi. J'ai pas tous les noms en tête. Il y avait un journaliste du Repère à une certaine époque. J'ai absolument pas, mais je sais que j'ai vu passer ce document-là où à plusieurs reprises, justement en fait, différents journalistes avaient été pratiquement comment ça, malestés, battus et certaines rédactions saccagées, pillées durant une longue époque, surtout en 2003. Donc moi je vous donne juste un repère, faites vos recherches et puis vous verrez. Mais bref, je peux épiloguer là-dessus. J'ai toujours pas entendu les 3 noms parce qu'apparemment faut que moi j'en cite, donc je laisse tomber cette question. Je reviens à ma dernière question. Je peux pas te donner 3 noms dans cette période-là puisque Gbagbo ne faisait pas arrêter des gens. Non, par contre, si, par contre, ce que vous avez dit là n'est pas vrai, puisque justement des gens ont été arrêtés. Donc, vous nous donnez des noms des gens du RDR qui ont été arrêtés. Non, pas du RDR. Vous avez dit qu'en fait, Gbagbo ne faisait pas arrêter des journalistes, etc. C'est ce que vous avez eu à dire et des gens pour leur opinion. Regarde un peu ton analyse. Regarde un peu la faiblesse de ton analyse. Tu es en train de nous dire que Gbagbo n'arrêtait pas les gens de l'opposition. Mais tu veux que je précise, je parle pas de Gbagbo, je parle durant l'époque où il était au pouvoir, précisément. On a compris je ça. dis pas que... D'accord, ok. Non, c'est important sur ce panel-là, faut être précis. Donc je précise. On a compris. Tu as même précisé la date, c'est-à-dire de 2002 à 2010. Donc, tout à fait, mais je parle pas de Gbagbo lui-même. Je veux dire, c'était pas lui qui donnait cet ordre, mais sous son majesté, durant qu'il était. Parlons du pouvoir Gbagbo. Durant cette période, ça se faisait. Ça s'est fait en 2003.
Ça s'est fait en 2004 et ça s'est fait aussi en 2008. Là, c'est le cas d'Alassane Tchimoko et en 2009 aussi avec le journaliste du Repère dont je parlais. Il y a plein d'autres cas puisque moi j'ai vu passer ce document-là. Donc, excuse-moi, avec la rectification qu'on vient de voir, désormais, il faut enlever à Salé dedans. Si on est d'accord avec ce que les gars, les 3 nous ont présenté, Yves, Dominique et Franck. La perfusion, tu sais, moi je t'ai toujours dit, ma question, attends, ma question là, est-ce que ma question était sur des journalistes qui étaient enfermés? Ma question était sur des personnes qui étaient enfermées durant cette époque pour leur propre opinion. Donc, quand il a parlé de... Ah bon, pour leur opinion? Ok. On n'a pas d'informations. Mais quand il a parlé d'Assalé Tchimoko, il parlait pas de lui en tant que journaliste, mais de quelqu'un qui avait été enfermé justement durant cette période pour son opinion. Et il était précis. Bon, il a fait une erreur en parlant de l'éléphant enchaîné, mais il était précis en précisant que justement durant cette époque-là, c'était pas en tant que journaliste qu'il avait été, mais il avait bel et bien été. Et on sait aujourd'hui ce que est Assalé Tchimoko. Donc, vous pensez que durant cette époque, il faisait quoi? Il vendait des popcorn? Sont sérieux? Il livrait son opinion justement de sa lecture politique. Je sais pas. Je vais revenir sur ma dernière question. Ma dernière question, c'est concernant la perquisition. Non, c'est pour ça que j'ai fait juste un petit commentaire. En fait, c'est vous qui êtes en train de me truc. Laissez-moi aller. Moi, prends ton temps, vas-y. Non, ma dernière question. Assalé était président d'une association. Laissez-le, il va faire sa question, s'il vous plaît. Ok. Laissez, vas-y. J'étais président d'une association. Vous l'étouffez. Pacha, c'est l'autre Pacha. Parle librement. Ouais, moi, ma dernière question, c'est plus une question de droit. J'aimerais comprendre, selon vous, monsieur Yves Aipo, comment fonctionne une perquisition? À quelles règles doit obéir une perquisition? Parce que, à entendre certaines personnes, on a l'impression que c'est sous le pouvoir en fait de Ouattara qu'on découvre une perquisition. Et tout le monde répond, je rappelle aussi que c'est l'époque d'Internet, de TikTok, donc forcément tout le monde réagit en même temps et on entend l'opinion. Donc vous qui êtes un homme de droit, expliquez à tout le panel à quelles règles obéit une perquisition et essayons de comprendre si effectivement dans les cas par exemple de Zidi ou du pasteur dans la forme ça répond clairement justement à une perquisition. Voilà. Légal. C'est ça, non? Bien entendu. Ok. Je ne pense pas. Mais les opinions sont partagées sur cette question. Comme je dis, c'est pourquoi c'est intéressant souvent de discuter avec certains juristes. Par exemple, un débat que nous avons eu entre camarades juristes, c'était le port de cagoule. Évidemment que la loi en Côte d'Ivoire ne permet pas le port de cagoule. Par contre, certains juristes disent, bien sûr en général c'est des juristes proches du RDA, qui disent que qu'est-ce qui empêche dans la loi, quelle loi dit spécifiquement qu'il ne faut pas porter les cagoules? Bien sûr qu'il n'y en a pas. Donc, si la loi n'existe pas, alors ils peuvent porter des cagoules. Donc, sur certaines questions, on n'est pas d'accord. Et puis, on n'a pas besoin d'être d'accord. Et puis, moi, souvent, je n'ai pas vraiment envie d'être d'accord avec certaines personnes. Comme par exemple, Adam, je n'ai pas envie d'être d'accord avec lui. Par contre, je veux bien réfléchir avec lui sur certains sujets. Tu parles de procédure de perquisition. Dans ma première prise de parole, je décrivais les grandes démocraties. Je dis que lorsqu'on fait une perquisition, il faut un mandat de perquisition. En général, ce mandat est pris par le procureur. C'est-à-dire que lorsque l'appareil coercitif de la République, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, lorsqu'ils ont des soupçons, lorsqu'ils mènent une enquête et que ces soupçons se confirment par des preuves, par des débuts de preuves, ils vont voir le procureur et puis ils disent, monsieur le procureur, bon voilà, nous avons maintenant un élément probant. Et le procureur dit, bon, ok, je pense qu'on a suffisamment d'éléments. Je vous donne maintenant l'autorisation de perquisitionner. Et quand ils arrivent, à l'entrée, ils doivent montrer le mandat.
et ils sont autorisés à perquisitionner. Et j'ai dit que dans la perquisition, ils peuvent faire des fouilles, parce que c'est à ça que ça sert, mais ils ne sont pas autorisés à voler. Ils peuvent prendre des éléments de preuve. Ce qu'on appelle la réquisition. Ils peuvent faire ça. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de mandat pour faire une perquisition. C'est la loi ivoirienne. En Côte d'Ivoire, on a juste besoin d'une autorisation d'un OPJ, officier de police judiciaire. On a juste besoin d'une autorisation aussi parfois du procureur. On avait avant, on avait la loi sur les mandats de perquisition, mais ça a été remplacé après. Maintenant, à quoi ça sert? Je veux dire, quel est le procédé? Le procédé du mandat, d'abord, il faut respecter les horaires. Ça fait partie des règles dans le droit ivoirien. Il faut respecter les horaires. C'est l'article 68 du Code de procédure pénale qui le dit. Ensuite, il faut respecter, je ne sais pas moi, on dit il faut par exemple qu'il y ait des témoins. Et quand vous venez là, ne le faites pas dans la clandestinité totale. Il faut au moins qu'il y ait des témoins. Voyez. Donc, ce que nous décrions, regarde par exemple, moi j'ai interviewé Samba David. Nous sommes en 2006 à peu près. Samba David est arrêté. Mais il me décrit les circonstances de son arrestation. Il dit les gens ont escaladé la clôture. D'abord ça, c'est une violation. C'est une violation flagrante des droits de l'homme. Si vous venez arrêter quelqu'un, vous menez à la porte. Vous ne prenez pas la clôture comme des voleurs. Il dit, lui-même, Samba David, a été battu. Alors qu'il ne s'est pas défendu, il n'a pas résisté. Mais il a été battu. Mais il va plus loin. Il dit sa femme aussi a été battue. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a été arrêté. Donc, tu vois que ça, c'est moi qui parle directement avec le concerné. Ce ne sont pas des commentaires ou des témoignages de seconde main. Tu vois le frère? La même chose s'est produite avec le frère Ziggy. On ne sait pas s'il a été battu. Peut-être le jour où il pourra en parler, il nous dira, il nous informera. Mais une chose est sûre, une vidéo a circulé et nous avons vu sa maison saccagée. Et je te dis que ce n'est pas à ça que consiste la perquisition. Le pasteur dont nous parlons, qui aurait tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef d'État, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce pasteur-là, oui, ses propos sont insultants, oui, ses propos sont désobligeants, mais la question juridique qui se pose est de savoir la limite de la liberté d'expression. Et puis on compare. Est-ce qu'en France, si quelqu'un dit Macron est un salopard, il va partir, il va mourir, est-ce que Macron, est-ce que des poursuites sont lancées contre ces individus? Est-ce qu'aux États-Unis, lorsque les mêmes propos sont présentés là-bas, est-ce qu'ils sont poursuivis? Je tiens à t'informer que non, ils ne sont pas poursuivis. Sur le principe simple de la liberté d'expression. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais en Côte d'Ivoire, les propos de Ziggy ont suffi pour qu'il se retrouve en prison. Les propos de ce pasteur ont suffi pour qu'il se retrouve. Je te donne un autre exemple. Sam l'Africain. Il dit ceci en public. Si Alassane Ouattara est ivoirien, c'est que moi aussi je suis ivoirien d'origine. Quelques jours plus tard, il est pris. Il est enfermé pour des propos comme ça. Je te prends le cas de notre frère Blaise Lasma.
Bless Lams a tenu des propos dans le cadre de sa mission confiée par son parti politique, qui est d'aller sur les télévisions ivoiriennes et de prêcher pour sa chapelle. Il est allé, ils ont guetté un propos de travail, ils l'ont pris. Il a traité un monsieur là de rebelle. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il est encore en prison pour avoir traité quelqu'un de rebelle. Maintenant, où se situe la vraie question qu'il faut se poser, que tous les intellectuels se posent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Où se situe la limite, c'est-à-dire la frontière, la barrière, la ligne à ne pas franchir en ce qui concerne la liberté d'expression? Parce qu'on a l'impression que certaines personnes peuvent franchir cette ligne et que d'autres ne peuvent pas la franchir. Voici l'impression qu'on a. À Makosso, il a insulté la mère du président Laurent Gbagbo en live devant plus de 1000 personnes. Mais personne ne l'a interpellé. Le procureur est venu faire Monsieur Yves, qu'est-ce qu'il a dit précisément, s'il te plaît? Il a dit ta mère con. Non. Je te dis, il a dit ça en live. C'est pas... Attends. Oui, il a dit la maman du président Laurent Gbagbo en direct, oui. En live. Oui. Donc, le procureur, un moment, a réuni les influenceurs. Et puis, les gens lui ont posé la question devant tout le monde. Oui, vous dites que vous allez arrêter les gens maintenant, là, mais le cas Makosso. Il dit, oui, ne vous en faites pas. Lui seulement, là, vous allez voir. Non, il sera interpellé. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'aujourd'hui, Makosso n'a jamais été interpellé. Il n'y a rien. Absolument rien. Donc, voici les réalités. On peut utiliser Attends un instant. Comme Diez Piment, le petit-fils d'Ado, là, j'ai juste savoir si... Qu'est-ce qu'il pense de ces propos-là, rapidement? Diez Piment, est-ce que tu as déjà entendu ces propos-là de la bouche de M. Makosso? Rapidement, s'il te plaît. Puis tu en penses quoi? En tant que on dit Makosso a insulté la mère d'un ex-président ivoirien qui s'appelle Laurent Gbagbo. Toi, fils de petit Gbagbo, comment il s'appelle? D'Ado, là, tu en penses quoi? Rapidement, s'il te plaît. Rapidement, et puis je vais continuer. Premièrement, je n'ai pas une vidéo où Makosso insulte la maman de Gbagbo. RHDP, vous faites fort. Nina, en fait, c'était en live même, hein, c'était en live. Tout le monde a suivi dans ce pays. Je me souviens, je n'ai pas vous dire exactement les propos qu'il a tenus. Attendez, c'est à lui que j'ai posé. Vous faites fort, RHDP, vous faites fort. Attendez, Nina, mets qu'on là. C'est un truc là aujourd'hui, c'est un langage courant. C'est comme si bonjour, bonsoir. Tu comprends? On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il a dit mets qu'on, pas bien, mets qu'on, non. Attendez, comme ça. Si on dit ça à M. Ouattara, là, on va pas être condamné. Si on dit ça à M. Ouattara, on va pas être condamné. Tu vas dire Alassane Ouattara, ta maître, et puis tu seras condamné, c'est impossible. Sinon là, au moins plus de 10 000 gosses seront en prison. Non, on ne condamne pas. Et puis, quand il y a une injure, par exemple, qui est conférée contre... Depuis Mao, par exemple, de couper tout le respect que je te dois. En Côte d'Ivoire, là-bas, là, qui a déjà insulté la mère du président et puis les restants en liberté? Donne-moi un exemple, s'il te plaît, rapidement. Un exemple, là. Qui est resté en liberté après avoir insulté la mère du président? Non, il y a plusieurs personnes. Johnny Pacheco, c'est Yves Aïko qui l'a dit lui-même. Attendez d'abord. Attendez, Alex Zaté, elle est cyber-activiste du pouvoir du président Ouattara. Elle a même insulté pire la maman d'Alassane Ouattara. Elle n'a pas été condamnée. Mais au-delà de ça, la force française. Attendez, il va citer les noms là, les gars. Attendez, au-delà de ça, il y a une dame qu'on appelle la force tranquille. Avant même qu'elle rentre en Côte d'Ivoire, elle a insulté le président Ouattara pendant 5 ans, elle n'a pas été condamnée. Johnny Pacheco lui-même, il a fait pire qu'insulter la maman de Ouattara. Même les gars, les Simon là. Mais pour Johnny là, attends, pour Johnny là, c'est parce qu'il a retourné sa veste que vous ne lui avez rien fait, non? Non. Attends, Nina, ton micro, pourquoi il est ouvert? Nina, oui. Et puis, toutes ces personnes qu'il a citées ne sont pas ici, elles sont pas en Côte d'Ivoire, en fait. Je tiens à préciser. Bon, attendez, ça, moi, j'ai bien dit, Diez, ma question était précise. Je dis en Côte d'Ivoire, là-bas, là. Qui a insulté la mère du président
Et puis, il est en liberté. Parce que Makosso, là, il est en Côte d'Ivoire, là-bas, avec vous. Et donc, quand il insulte la mère de l'ex-président, ça veut dire quoi? Et puis, il n'est pas encore entendu, ni emprisonné, ni arrêté. Est-ce que je demande le nom des gens en Côte d'Ivoire qui ont insulté la mère du président et puis ils sont en liberté? Les opposants, il faut me donner des noms. Il y a un blogueur qui s'appelle Petit-Fils de Gbagbo. C'est juste Il y a un blogueur qui s'appelle Petit-Fils de Gbagbo. Il était en Côte d'Ivoire et puis il a insulté la maman de Ouattara. Il y a une blogueuse qui s'appelle Diverti. Pendant les élections, pendant la campagne présidentielle, elle était en Côte d'Ivoire, faisait panel, elle insultait Ouattara et sa maman. Elle n'a pas été interpellée. Il n'y a pas un opposant qui va interpeller. D'accord, donc il a donné les noms. Merci beaucoup. Il a donné, il a cité. Attends, Nina, attends. Non, il a cité. Fais-moi micro, il va finir. Non, ma milliardaire, attends, il a cité. Oui, il a cité. Oui, il a cité. Voilà. Tu sais, Nina, quand il y a une injure qui est proférée vers un homme, c'est la personne qui saisit l'État, qui porte plainte. Vous comprenez? Quand tu commets, le président Gbagbo n'incarne pas une république. Il n'est pas une institution. C'était un ex-chef d'État. Vous comprenez? Donc c'est le président Gbagbo qui doit faire recours à la justice pour se faire justice. Voilà. Donc s'il sent qu'il est diffamé, c'est lui-même Gbagbo qui doit aller à la justice pour dire, moi là, j'ai été diffamé par Diaz Piment, il porte plainte contre Diaz Piment. C'est Gbagbo lui-même. Diaz, pardon, je vais t'arrêter sur ça, parce que là, tu es en train de distraire les gens. Là. Ça, c'est pas vrai. La PLCC... Pas le niveau. Le PLCC a été créé pratiquement par le pouvoir Ouattara. Le procureur, en plus de la... Mais Yves, tu as au moins écouté les noms qu'il a cités, non, sur Abidjan, qui ont cité la mère de Ouattara et qui sont en liberté, hein, monsieur. Je tiens. Non, je tiens. Ça, c'est faux, c'est pas vrai du tout. Le petit-fils de Gbagbo qui a insulté la mère du président Ouattara, à un moment donné, même son image, en fait, était publiée, il était recherché par la police. Donc, ça veut dire qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Et la dame qui l'a cité également, elle n'était pas du tout en Côte d'Ivoire quand elle a tenu ses propos. Ils ont arrêté un petit, il n'y a même pas un mois à Daloa qui a insulté M. Ouattara, la maman de Ouattara. Ils sont partis l'arrêter Manu Militari à Daloa. Justement. Il a insulté la maman de Ouattara. Il a arrêté ça. Dominique, laissez Mekon là même. Les gens étaient en train de faire marche ici. Ils ont dit Petit Motsi. Le procureur est sorti. Petit Motsi là, c'est pire que Mekon. Mais Petit Motsi, Gbagbo lui-même a condamné ça. J'ai pas dit non, mais de là à venir dire que Mekon là, c'est comme passer la pommade, il faut arrêter. Non, c'est pas. On va laisser chuter. Yves, pardon, faut répondre clairement à ma question. Parce que. Attends, je reformule ma question. Je vais saluer la présence de Guitignon. Pardon, il n'a pas ouvert son micro, mais il faut que je salue toujours sa présence. C'est un frère. Voilà. Yves, c'est le Brad Pitt des BTR. Oui, d'abord. Ok, Dominique. C'est pas, il n'est pas plus beau que moi. D'accord, attendez, on n'est pas encore à l'heure d'immaturité, les gars. On va finir, on est en train de faire un débat. Ouais, j'aimerais apporter plus de précision. Ouais, j'aimerais, parce que tout à l'heure, en fait, excuse-moi, mais justement, la preuve est que tu t'es un peu égaré dans ce que tu mets. Moi, je voulais rester sur la forme. Je parlais pas du fond parce que tu sais, tu es un homme de droit et c'est très bien que justement, en justice, quand on connaît pas forcément le contenu du dossier, très souvent, on s'abstient effectivement de faire des commentaires, alors que malheureusement, la plupart des Ivoiriens, en tout cas sur TikTok, se basent sur le peu d'éléments qu'ils voient ou qu'ils constatent pour se construire même leur propre argument en fait concernant cela. Tout à l'heure, quand tu parlais de l'arrestation de Ziggy, tu t'en es tenu qu'à l'état en fait de l'appartement en fait où il était installé. En fait, on va finir avec toi maintenant. Faut faire tirage chuter, non? Quelqu'un d'autre a une question pour lui? C'est compliqué. Bon, c'est bon. C'est bon. Depuis un moment, tu ne fais que parler, mais bon, toi aussi, tu veux réagir. Ouais, il faut fermer ton micro, il n'y a pas que toi. Il a été clair quand même, il a été clair. Voilà, c'est bon maintenant, l'autre Pacha, tu as eu toute la latitude de pouvoir lui poser des questions, c'est bon comme ça. Je vais rapidement dire à Pacha, sur le cas Ziggy, je ne me suis pas contenté de parler du fait qu'ils aient saccagé et volé chez lui. Il y a aussi des questions de procédure. Hein. Par exemple, la mère de Ziggy nous a fait entendre qu'elle est allée partout. Aller partout, c'est-à-dire qu'elle est allée dans les commissariats, elle est allée chez le procureur, elle a demandé où se trouve mon fils. On lui a dit que son fils n'est pas ici, il n'a pas été arrêté, il n'est pas ici en tout cas. Et ça a duré 5 jours.
Ça a duré 5 jours. Tu sais ce que ça signifie? Ça pose des problèmes même d'un point de vue international. Regarde, aujourd'hui, dans la loi, il n'y a que le Japon qui a une procédure de détention qui dure 24 jours. Si j'ai bonne souvenance, après on peut vérifier, mais je pense que c'est 24 jours. C'est critiqué par les Nations Unies. C'est critiqué par les organisations internationales. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent venir te détenir sans que tu n'aies accès à un avocat pendant 24 jours. L'ONU estime que c'est une violation des droits humanitaires. Ah, pas humanitaires, des droits humains. D'accord? Le fait de détenir Ziggy au secret pendant 5 jours, normalement même l'État de Côte d'Ivoire devait pouvoir répondre de ça. Il était où? Et quel traitement a-t-il subi? Donc, c'est des questions, comme je dis, le jour où on aura le temps, ici on est un peu, on nous dépêche un peu, mais le jour où on aura le temps, si tu veux, on peut rentrer dans toutes ces procédures-là et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Tu as l'impression que l'État de Côte d'Ivoire fait de très belles choses, mais ce n'est pas vrai, le frère. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi moi, je veux qu'on donne un jour où on peut venir rentrer dans le détail. La procédure qui a envoyé, qui a éliminé le président Laurent Gbagbo, c'était une procédure farfelue du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que cette histoire de braquage de la BCAO, du début jusqu'à la fin, c'est du faux. Tu prends la procédure qui a éliminé Tidiane Thiam, du début jusqu'à la fin, c'est du faux. La procédure qui a été lancée contre Soro Guillaume. Tu as vu? Moi, Soro Guillaume, là, je le déteste. Je déteste Soro et je déteste tous ceux qui vont avec Soro. Est-ce que tu vois? Tout simplement parce qu'il a commis beaucoup de torts à la Côte d'Ivoire et il a commis du tort à moi-même personnellement. Voilà. J'ai perdu mon année scolaire à cause de Soro Guillaume. Donc, je peux le détester. Même le jour où on se voit, je lui dirai, le frère, je t'aime pas. C'est tout. C'est simple. Voilà. Mais par contre, je peux te dire ici que la procédure qu'ils ont lancée contre lui, c'est une procédure farfelue. La procédure sur l'histoire de la maison. Hein. La maison que Gbagbo lui aurait donnée, etc. Si on dit les receleurs, ça veut dire qu'il y a eu un vol. Parce que c'est ce que signifie le recel. Il y a eu d'abord un vol, c'est-à-dire toi, tu viens, tu voles ma chemise, et puis tu vas la revendre à Bitignon. Bitignon est receleur. Soro Guillaume a été poursuivi pour recel. Donc, qui est le voleur? Alors, celui qui a donné la maison à Soro Guillaume, c'est Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo est le voleur, alors. Mais il est à Abidjan, pourquoi on ne le prend pas? On prend le receleur, on ne prend pas le voleur. Donc, si tu veux qu'on rentre dans les détails de toutes ces procédures-là, tu verras qu'il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux, le frère. Mais on n'a pas le temps sur le live de Nina. Le jour où on aura du temps. Voilà, comme Ivo, dis-moi, comme aujourd'hui tu étais juste de passage là, non, hein? Si tu veux, on peut arranger ça aujourd'hui un mercredi. Si tu veux le vendredi, après-midi, bon, enfin, avant le matin comme ça, ou bien on va s'appeler et puis on va essayer d'arranger ça, ok? Et puis maintenant, on va faire ce débat là, ok? Toi et moi, on va s'appeler et puis on va bien discuter de ça. Sinon, le week-end, c'est parfait. Vendredi, samedi, c'est parfait. Prévenez-nous à l'avance, comme ça, on va essayer d'être là aussi. D'accord, ok. Attendez, il va choisir le jour. Attendez, Yves, attends. Yves relève le niveau du débat quand il est ici. C'était très intéressant de l'avoir sur mon panel, en tout cas. C'est un honneur pour moi. Oui, l'autre parce que tu aimerais être là ce jour-là, parce qu'il n'y a pas fait beaucoup de personnes. Il y a que montrer les grosses têtes. Non, j'aimerais être disponible chez moi, donc dis-nous au moins un jour à l'avance. Mais le week-end est parfait pour toi. Le week-end est parfait. Ouais, peu importe, mais il faut que je sache le jour. D'accord. Tu auras tout le temps de poser toutes les questions que tu veux. D'accord? Tout le monde sera préparé toutes mes questions. Okay? Il n'y a même pas te couper, couper personne, mais on va faire chaque temps de parole, ok? T'inquiète pas. Bon, on peut fermer maintenant. Je pense qu'ils n'ont pas fermé le live, mais il y a Yves qui voulait partir. Yves, ton dernier mot avant de partir, oui. Merci. Moi, j'encourage vraiment ce genre de débat. Franchement, c'est ce que j'ai toujours voulu pour la jeunesse africaine, qu'on puisse confronter nos idées. On n'a pas toujours raison.
C'est vrai, on fait des prises de parole, on dit des choses, mais ce genre de débat, ça enrichit les plus jeunes. Parce qu'en 2002, bon, moi, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Mais à cette époque, il y a des gens qui avaient peut-être, qui venaient de naître. Aujourd'hui, c'est de grands garçons, hein. Ils ont la vingtaine. Peut-être. Je ne sais pas. Mais ce sont de grands garçons qui se sont lancés en politique, qui sont devenus des communicants, tout ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont 22 ans, 23 ans, 25 ans. Donc, c'est bien qu'on fasse ce genre de débats de sorte à ce qu'on puisse enrichir aussi leur connaissance de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont certainement pas connu Houphouët-Boigny. Ils n'ont pas connu, voilà. Donc, si on mais un petit aperçu, monsieur Yves, ça sera sur la condamnation du président Laurent Gbagbo plus la BCEAO là. Ça te dit d'en parler? Ok. Super. Okay. Super. Moi, je cherche même une occasion pour en parler. Donc, c'est ça. Ce serait bien, oui. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut mettre Tidiane Thiam dedans aussi. On va mettre les deux. D'accord. Donc, on va donner deux sujets ce jour-là. Voilà. Et je te donne en même temps le thème. Oui. Voilà. La décision de la présidente du Conseil constitutionnel en ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature du président Tidiane Thiam. Je mets comme ça. Tu m'enverras ça en texto sur WhatsApp, ce sera mieux, d'accord? Et je vais retenir ça. Ok? Ça sera mieux. Très bon terme en tout cas. Ok. À bientôt les gars, portez-vous bien. Oui, merci d'être passé et puis à bientôt pour notre live. Ciao, ciao. Au revoir le grand frère. Au revoir. En lui envoyant là, il faut, s'il vous plaît, monsieur Aipo, préciser l'heure en GMT qui serait agréable pour qu'on puisse calibrer les fuseaux horaires là. Parce que nous sommes un panel du monde mondial. Nous sommes étendus. Voilà. La perfusion, toutes mes salutations. Allez, salutations à tout le monde. Dominique. Ah, merci à Yves. On se retrouvera. Portez-vous bien. Merci à Yves. Merci d'être passé. Vraiment, merci d'être passé et lever le niveau du débat.